Attention, cette vidéo n'est pas enregistrée par un professionnel de la peinture sur figurine. Attention, attention, je répète, cette vidéo n'est pas enregistrée par un professionnel de la peinture sur figurine. J'insiste sur ce point pour pas qu'il y ait de quiproquo, enfin tout simplement. Salut à tous, j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Pour répondre à la demande de certains copains qui suivent la chaîne et qui ont vu que je commençais à sortir des jeux qui proposaient des figurines sur la chaîne, notamment Demeure d'épouvante, hein, surtout, et quelques figurines pour Gloomhaven. C'est un départ, c'est pas exclu qu'il y en ait d'autres par la suite, d'autres jeux avec des figurines. Ça sent bon dans ce sens-là. Donc certains copains qui m'avaient posé la question, qui m'avaient dit nous on n'y connaît rien en peinture sur figurine, toi t'as bien précisé que c'était pas ton truc, enfin t'étais pas un peintre qui jouait sa vie en niveau peinture, mais tu fais quand même des trucs plutôt chouettes, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Voilà, je les retranscris avec mes mots. Et donc nous, ça nous plairait de savoir comment tu t'y prends, sachant que y a pas mal effectivement de ressources sur internet, des vidéos, des tutos, textes, etc. Pour peindre la figurine, pour s'y mettre. Souvent, le problème, c'est que c'est tenu, c'est proposé par des gars qui gèrent vraiment leur affaire, et peut-être que c'est une question de vocabulaire, ou une question de ne pas avoir les mêmes attentes, ou de techniques peut-être un peu trop sophistiquées. Bref, ça peut faire peur quand on commence et qu'on n'y connaît pas grand-chose, voire rien du tout. Ce à quoi j'avais répondu, allez, pourquoi pas. Et il m'avait fallu plusieurs commentaires comme ça pour que je me lance vraiment. D'ailleurs, pour être honnête, ça fait à peu près 2 mois que je veux faire cette vidéo. Ça fait 2 mois que je repousse. Non pas par manque d'envie, mais pour une question de chocotte. Oui, les chocottes. Voilà, donc là, c'est fait. Je l'enregistre. Ce que vous voyez là, c'est que c'est fait. Donc les amis, en répondant à cette question, comment s'y mettre niveau peinture sur figurine, je vais y répondre à cette question en plusieurs points. On va essayer de détailler un petit peu ces points-là. Le premier point le plus important, c'est se poser la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on attend de la peinture sur figurine. Ça, c'est le premier point. Vidéo, d'ailleurs, à mon avis, ça va pas être la seule. Je sens que je vais la faire en 2 vidéos. J'y vais un petit peu comme le vent me pousse, là, elle va comme je te pousse. Mais je crois qu'elle va être au moins en 2 parties. C'est même pas possible que celle-là, sur celle-ci, on ne baigne pas. C'est pas impossible. Je pense qu'on va faire ça. Première vidéo, on va voir un peu... on va discuter, simplement, se poser les bonnes questions. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai niveau matos, pour vous donner une idée. Je dis pas que, attention, hein, et tout ce que je dis là, tout ce que je vais dire, il faut pas prendre ça comme une sainte parole. Faut prendre ça alors que je bave. Hein. Point on en est. Faut pas prendre ça comme une vérité absolue. Chacun se fait son expérience, chacun a ses habitudes, chacun a ses ressentis. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu mon setup, ma façon de faire, etc. C'est loin d'être la meilleure façon, mais c'est la façon avec laquelle je me sens bien, et c'est le plus important. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu le matériel, et puis ce qu'il faut préparer avant de peindre. Voilà, ça c'est pour la première vidéo, c'est pour celle-ci. Donc on va parler un petit peu de tout ça, je vais vous raconter 2-3 anecdotes à mon avis, côté peinture, ça a beaucoup blablaté, j'ai aucune idée de la taille de la vidéo, mais je sens que ça va être long comme d'habitude, hein, vous me connaissez de toute façon. Et en deuxième vidéo, on attaquera vraiment la peinture, on partira sur une peinture, sur une figurine encore toute blanche, celle-ci, ou une dont je vous parlerai tout à l'heure, une de ces 4-là, je ne sais pas encore laquelle, et là on passera en détail, je vous montrerai comment je m'y prends vraiment, sur le papier. Donc une vidéo plus théorie, une vidéo plus pratique. Commençons tout de suite par l'aspect théorie. Et là-dessus, on va démarrer par une question qui peut sembler assez triviale, mais qu'est-ce qu'on attend de la peinture sur figurine? Pourquoi s'y mettre? Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Je vous parle un petit peu de mon expérience perso, et après, en même temps c'est logique, hein, je vais pas vous parler de votre expérience personnelle, je la connais pas. Mon expérience perso, je me suis intéressé à Warhammer, Fantasy Battle, bataille fantastique. Période du collège, j'avais à peu près 12-13 ans, un pote qui jouait avec son frère, et qui m'en avait parlé, ça m'attirait, le fait de pouvoir jouer, de faire des batailles sur des tables bien décorées, avec, bon, à l'époque c'était pas si bien décoré que ça quand on jouait, mais avec des figurines, des armées qui représentent des armées d'elfes, d'orques, de nains, etc. Je trouvais ça cool. Je connaissais même pas Seigneur des Anneaux à l'époque. Donc oui, Warhammer, en gros, c'est l'univers Seigneur des Anneaux revu.
manière plus gothique, on va dire, un peu plus sombre, et avec quelques ajustements, beaucoup d'ajustements d'ailleurs. Et ça m'avait séduit, j'avais vu quelques-unes de ces figurines, j'avais trouvé ça cool, j'ai voulu m'y mettre, je m'y suis mis, et c'est devenu une passion dévorante. Par contre, Warhammer, c'est cool, c'est que ça contemple plusieurs passions, il y a un croisement de plusieurs passions là-dedans. Il y a notamment la collection, simplement. Il y en a qui collectionnent simplement. Ils achètent des figurines Warhammer, ils collectionnent. Ok. Il y a les stratèges. Après, il y a les sculpteurs, il y en a qui s'amusent à faire avec des figurines, à sculpter des trucs en plus, bidouiller, faire ce qu'on appelle des conversions. Il y a les peintres. On va beaucoup parler des peintres. Normal. Il y a les peintres, ceux qui peignaient, logique, un peintre ça peint, qui peignaient des figurines, et pour le plaisir de peindre, parce qu'ils adorent ça, pour le plaisir d'exposer. Alors parfois certains pour essayer de viser plutôt des concours, ça existe aussi, hein, pour les plus épris de compétition dans cette discipline. Et puis il y a tout, en fait, il y avait ceux qui étaient aussi amoureux de l'ambiance Warhammer, de l'historique, des historiques, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, savoir que le royaume des hauts-elfes, machin, il s'est fondé comme ça, etc., etc. Tout savoir sur l'univers du royaume, du jeu, qui est très très riche. Donc il y a tout. La plupart des joueurs aiment plusieurs disciplines d'ailleurs dans le jeu. En ce qui me concerne, j'étais avant tout attiré par l'aspect stratégique et pas par l'aspect peinture. Néanmoins, assez rapidement, j'ai pris goût au fait de jouer avec des armées peintes. Parce que ça a de la gueule. Quand on joue très vite, de toute façon très très vite, même si je peignais très très mal au début, très vite je jouais des figurines peintes. C'était très rare que je sorte des figurines pas peintes. C'était un genre de discipline que je m'étais donné. Même si au tout début, quand on jouait entre nous, entre copains, on jouait dans la cave de l'un de l'autre, des parents de l'un, des parents de l'autre plutôt, à l'époque. C'était pas rare qu'il y en ait qui jouent du pas peint, mais moi c'était... Ouais, Jean-Pierre était là. Et moi c'était plutôt la fin classique des peintres, hein, Jean-Pierre. Et moi, c'était plutôt... Enfin, il fallait que ça soit peint pour le jouer. Mais je peignais pas très bien. Donc moi, mon but, c'était de peindre, histoire que ça ait un rendu globalement acceptable. Et c'est tout. J'en attendais pas plus. Avec le temps, bon, j'ai joué à Warhammer, puis j'ai fini par arrêter vers 2010, plus ou moins, parce que le jeu évoluait dans un sens qui me convenait pas. Je me retrouvais pas au niveau tactique, je trouvais ça un peu trop faiblard. Et ces dernières années, donc ce qui m'a aiguillé, ce qui m'a fait entamer une transition vers le jeu, plutôt le jeu de plateau, jeu de société plus moderne, comme vous le voyez sur la chaîne, hein, tout ce qui est jeu, que ce soit les Agricola, Terraforming Mars, etc., j'en passe. Et plus récemment, je me suis remis. Disons que j'ai commencé à toucher à des jeux de plateau qui proposaient des figurines niveau matériel dans le jeu. Et là, bingo, tout de suite, le fait de manipuler de la figurine, voilà, on se dit, ah putain, ça me manque quand même la figurine. Et puis on voit des figurines. C'est un sacrilège, on les joue, elles sont pas peintes. Sacrilège, il faut les peindre. Et il fallait pas insister beaucoup, on se remet un petit peu à la peinture. Je m'attendais, au départ c'est marrant parce que je m'étais remis à la peinture plutôt dans une optique d'être meilleur, d'être plus performant en peinture, de m'améliorer. Et au final, le naturel revient toujours au galop. Je suis quand même revenu sur une optique de peindre plus pour du tabletop. Alors le terme tabletop, on en parlera certainement plusieurs fois dans la ou les vidéos. C'est un rendu de peinture qui est bien en ensemble, de loin, enfin sur la table, comme ça rend bien, c'est beau. Mais quand on va commencer à se rapprocher, à regarder de plus près, bon, c'est pas... Faut pas regarder trop les détails. Voilà. Et ça, ça me va très bien. En fait, naturellement, je me suis remis à être en quête du tabletop. Donc je reviens à cette question, mais qu'est-ce qu'on attend avec la peinture sur figurine? Si d'aventure, vous sentez, vous avez vraiment la fibre, vous voulez vous donner corps et âme à la peinture, c'est pas tellement mes vidéos qu'il faut regarder. Enfin là, ok, ça va peut-être vous donner une idée, mais je vais pas aller en profondeur dans les choses, hein. Je vous le dis tout de suite. On reste sur du tabletop, on va rester sur un axe assez basique. Par contre, toi, si vous, comme moi, vous cherchez simplement à égayer vos tables de jeu avec des figurines peintes, parce que vous jouez toujours avec des figurines grises et c'est un peu terne, sans plus, alors, à ce moment-là, pourquoi pas, ma vidéo peut vous
peut vous être utile. Donc se poser les bonnes questions avant de se mettre dans la peinture, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Qu'est-ce que je veux? Quel est le but? Est-ce que, ok, je veux égayer ma table? Est-ce que je suis prêt à y consacrer du temps? Parce qu'attention, ça prend du temps. Même peinturer vite, si on veut un minimum de résultats, ça prend quand même un minimum de temps, c'est normal. Attention, ça nécessite aussi un certain investissement en termes d'argent. Voilà, c'est des questions connes, hein, mais il faut se les poser aussi. Parce que, vous voyez, par exemple, je vais prendre une boîte pour débuter, 2-3 pots à côté pour diversifier un petit peu mon panel de couleurs, et puis quelques pinceaux. Voilà, juste la base de la base. Et bien, sans bord de rien, ça va facilement être le coût d'un jeu. Alors, est-ce que j'ai pas plutôt envie d'acheter un autre jeu à la place du matos peinture? C'est des questions à se poser. Quand on a un budget restreint, en plus, on se pose vraiment la question. Et quand je me suis remis, j'étais dans ce cas-là, avec un budget plutôt restreint, donc c'était comment je fais? Alors, les plans pour essayer d'avoir de la peinture un petit peu moins chère, enfin, comment s'y prendre? Sans un autre chose, un autre aspect, on va peut-être en parler un petit peu vite fait. Donc se poser des questions, est-ce qu'on veut? Est-ce que j'ai peur d'être dégoûté vite ou pas? Faut se poser les questions. Maintenant, tant qu'on n'a pas essayé, on peut difficilement avoir la réponse. Franchir le cap, se lancer, un minimum, c'est toujours bien. Comme ça, au moins, il n'y a pas de regret derrière. C'est quelque chose. J'ai pas envie de. Enfin, ça serait con de se retrouver à 80 piges sur son lit de mort. On va rendre la chose dramatique et se dire ah mince, quand j'avais 20, 30, 40, vous choisissez l'âge que vous souhaitez. J'hésitais à me mettre dans la peinture de figurines. Je voulais peindre, mince, je voulais peindre ma tisseur là, de Gloomhaven. Et puis je l'ai pas fait. Ah, je suis sûr, j'aurais eu une meilleure vie si je l'avais fait. Ah oui, évitez ça, essayez. C'est la meilleure chose à faire. Donc ça, c'est des questions, ça fait partie de ce qu'il faut se poser. Je pense que j'ai dû dire au moins 15 fois, il faut se poser les questions dans la vidéo, mais c'est important, il faut le faire. Après, il y a une question qui revient aussi, à mon avis, souvent, c'est est-ce que j'ai peur de me lancer? Est-ce que je suis pas nul? Est-ce que je suis pas nul? Je suis pas un artiste, j'ai deux mains gauches. Je vais rien pouvoir faire de bon. En réalité, quelqu'un qui est pas très... Enfin, je vais même vous confier une chose, je suis loin d'être un manuel, c'est pas du tout mon truc. Dès qu'il faut manier un marteau ou un truc comme ça dans la baraque, Céline, tu peux le faire s'il te plaît? Je suis à chier, ça m'intéresse pas, je suis pas manuel. Et pour autant, je fais l'effort, et parce que j'ai envie d'égayer mes parties, mes tables de jeu, et donc je le fais, et j'en suis content, et c'est pas insurmontable. Donc il y a quelque chose à faire. Par contre, il faut être patient. Faut pas venir en se disant tiens, j'ai 5 minutes à torcher, ok, je vais faire une figurine vite fait. Non, c'est pas. Il faut avoir le temps. On se met une petite musique derrière, un blues, un truc cool. Et puis on y va, on peint. Ou alors on peint en direct sur Twitch avec des copains qui parlent dans le chat. Et on n'avance pas très vite. Mais pourquoi pas. Faut avoir un état d'esprit voilà, tranquille et on y va. On s'énerve pas. Faut être serein quand on y va. Enfin, serein. Peut-être pas forcément serein vis-à-vis de son résultat, parce que quand on commence, on n'est pas serein vis-à-vis de son résultat. Mais en tout cas, il faut avoir l'esprit cool et se dire, bon, de toute façon, je débute, hein. Je vais forcément pas faire un truc de fou en commençant. Mais on va prendre le temps, Le tout, c'est de se rendre compte, c'est d'observer, de regarder ce qu'on fait, avoir conscience de là où on merde un petit peu, essayer d'améliorer ça au fil du temps. Si on estime qu'on va avoir besoin de s'améliorer, des fois, on peut être moyen, mais en fait, le résultat nous convient, donc pourquoi faire plus? C'est bien. À vous de voir, hein. C'est vous qui passez le curseur. En réalité, c'est avant toute chose vous qui passez votre propre curseur. C'est pas les autres. Si quelqu'un, enfin, faut pas avoir peur de se dire, tiens, quelqu'un a peut-être trouvé mon Vermling. Il est très simple, hein. Je le trouve pas particulièrement beau. Il est tout simple. Je m'en mange les peins. C'est la deuxième figurine que j'ai peinte quand je me suis remis à peindre. C'est bidon, hein. Pourtant, ça va. Bon, lui, par contre, je l'aime pas, hein. Le bricoleur, c'est pour ça qu'il est parti le premier à la retraite pour ma séance Gloomhaven, là, ma campagne. Il est vraiment moche. Lui, j'en suis pas fier. Et vous voyez, j'ai peint quelques figurines entre-temps, et je suis revenu derrière, troisième figurine, l'intendant, qui a pris justement la place du bricoleur qui part en retraite. Et bah, tout de suite, le niveau est un petit peu meilleur. Bon, la figurine est un peu plus intéressante à peindre aussi, parce que ça rentre en compte. Ça rentre en compte. Voilà, il y a des choses comme ça, on soupçonne pas. Et ça, c'est important aussi.
c'est du temps. Je me suis rentré d'un petit peu, j'ai repris. C'est un peu comme le vélo, ça s'oublie jamais vraiment. Mais au final, quand on n'a pas fait de vélo pendant un moment, on a quand même un petit peu moins le sens de l'équilibre quand on remonte dessus à 10 ans après. Je sors un exemple un petit peu à la con, mais c'est comme ça. Et s'il n'y a pas de sel, c'est encore pire. Bref, il y a pas mal de questions à se poser. Et je pense que j'en rajouterai d'autres dans la vidéo au fur et à mesure. Mais là, je vais vous présenter un petit peu le matériel maintenant. On va commencer à décanter un peu tout ça et passer à des choses, même si on est encore sur une partie théorique, des choses qui vont être un peu plus parlantes. Parlons un petit peu matériel. J'ai dézoomé ma caméra. Il y a des choses qui sont essentielles pour peindre. Et il y a des choses qui sont moins essentielles, qui sont, on va dire, facultatives, qui vont vous aider, mais vous pourriez faire sans, avec un peu d'astuce, en fonction de votre lieu de peinture, etc. On y vient. Pour commencer, il y a la base de la base, c'est comme le pinceau. Alors vous voyez, j'ai toute une flopée de pinceaux ici. Ça peut paraître impressionnant, je vais bouger ça un instant. Ça peut paraître, on en parlera de ce que je suis en train de bouger, on va en parler un petit peu après. Ça peut paraître impressionnant, en réalité, j'ai quand même une certaine série de pinceaux qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien. Des pinceaux vraiment, vous voyez, d'une marque obscure, d'une taille obscure aussi. Des gros bazars comme ça par rapport aux figurines, je m'en servirai quasiment jamais. Hein. C'est très rare. Peut-être sur des figurines un petit peu plus grosses. Vous voyez, j'ai un petit bidule là qui vient des demeures d'épouvante, qui vient d'une extension. Ça pourrait servir dans un cadre précis avec une technique, certaines techniques, dont je tairai le nom pour l'instant. Mais la plupart du temps, on va peindre avec des pinceaux plus petits. Et donc là, de combien de pinceaux vous avez vraiment besoin pour commencer? Honnêtement, 2, peut-être 3, c'est largement suffisant. On va dire un moyen. Alors, la plupart du temps, les boîtes, les sets, parce qu'il y a des sets qui vous permettent de commencer avec, on va dire, des couleurs de base, hein, une dizaine de pots de couleurs de base. Il y a un pinceau avec. On y viendra, hein, je vais en parler des sets de peinture justement. C'est vachement intéressant pour commencer. Et parmi ces sets, généralement vous avez un pinceau. Vous voyez, un pinceau, base coat brush. Les termes, starter brush, ça c'est très bien. Ouais, starter brush. Brush, pinceau. Voilà. Et starter pour démarrer. Donc, je ne l'ai pas encore essayé celui-là. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un pinceau qu'on a dans un set de démarrage de peinture. Ça, généralement, il vous faut aussi... C'est même pas obligatoire. À la limite, vous pouvez même peindre avec un seul pinceau. Hein. C'est jouable. Mais ce que je fais, moi, quand je me suis remis, j'ai opté pour un pinceau détail. Les marques, honnêtement, je suis loin d'être un expert niveau marque de pinceau. Donc je vais pas vous dire grand-chose. Je vais pas m'avancer, je vais pas commencer à faire un comparatif. Je le redis, hein, c'est une vidéo faite par un amateur de peinture qui le fait pour avoir des belles figurines sur la table, tabletop, mais je suis pas un expert du tout. Donc j'y vais avec mon vocabulaire de peintre, etc., etc. C'est loin d'être des conseils de pro. Donc détail, pinceau détail. Pareil, je peux même pas vous parler de taille de pinceau, je sais qu'il y a des tailles, mais moi je vois starter, détail, ok. C'est les deux pinceaux que j'utilise le plus. Alors, je vous disais que celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'en ai d'autres qui font la même taille. C'est simplement pour ça. On va considérer que c'est un peu un pinceau de réserve, celui-là. Mais j'utilise des autres. Celui-là, par exemple, lui, c'est le dry brush. Par exemple, voilà, celui-là, le base coat. Pareil. Donc ces pinceaux-là, c'est 3, ça tombe bien en fait que j'ai pris celui-là. Voilà, ça c'est une petite boîte qui m'a coûté 10 balles. Et il y avait 3 pinceaux dedans. Un détail, un base coat, un démarrage, un pinceau un peu de démarrage, et un dry brush. Justement, ce fameux pinceau qui permet une certaine technique dont on parlera plus tard, que j'utilise, je commence à utiliser un peu en ce moment, mais c'est pas celui que j'utilise le plus. On peut faire sans. Voilà. Pour commencer, ça, c'est largement suffisant. Encore que, pour démarrer, véritablement, le pinceau dans la boîte starter suffit aussi amplement. Là, c'est en ce qui concerne les pinceaux. Alors après, c'est intéressant d'aller choper des vieux pinceaux de votre petite fille qui fait de la peinture à 4 ans, ou t'as un truc que vous traînez depuis toujours, ou qui traînait dans le grenier de papa-maman quand vous étiez chez eux. Faut récupérer tout.
Récupérez tous des vieux pinceaux qui servent à rien comme ça, des trucs qui ont l'air nuls. Ça peut toujours servir. Ça peut servir pour faire des trucs, pour faire utiliser des techniques qui ont tendance un peu à bousiller les pinceaux. C'est intéressant d'en avoir. Pour rien vous cacher, j'ai même une vieille brosse à dents hein, qui traîne. ça peut servir. C'est honnêtement, ça peut servir et ça m'a déjà servi. Enfin, pour autre chose que mes dents, bien sûr. On parle bien sûr d'un registre peinture. Là, c'est ce qui concerne la peinture. Enfin, les pinceaux, pardon. Les pinceaux, ça reste important d'en avoir. C'est dur de peindre sans pinceau. Et l'autre élément essentiel, la peinture. La peinture, je vous montre ce que j'ai. Hop, alors j'ai un petit plateau là sur lequel je stocke mes pots. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de pots. Alors, ça va peut-être vous donner l'impression qu'il y en a beaucoup. En réalité, j'ai pas forcément besoin d'avoir autant de pots. Il y a des pots que j'utilise pas d'ailleurs. Il y a des pots que j'ai récupérés il y a pas longtemps, donc je les ai pas encore vraiment essayés. Mais voilà ce que j'ai. Je fais quelques petits items là qui on verra un peu plus tard. Il y a plusieurs types de couleurs. Alors déjà, il y a deux types de pots. Il y a les Army Painter, donc ceux-là qui ont cette forme-là. Et il y a les citadelles qui ont cette forme-là. Parmi les citadelles, il y a des contrastes. Il y a de la contraste, on en parlera un petit peu plus tard. Et parmi les Army Painter, c'est pareil, vous noterez qu'il y a des bouchons noirs, des fois il y a des bouchons rouges. Les rouges, c'est plutôt des encres. On en parlera aussi un peu plus tard. Et les noirs, c'est plutôt des couleurs métalliques. Mais les blanches, c'est des couleurs, on va dire des couleurs normales. Voilà, dit comme ça, hein, on sent qu'on développe bien l'aspect technique de tout ça. Et puis, il y a toutes les tailles, il y en a des plus grands, des plus petits, etc. C'est parce que ils viennent tous de cette différents, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas une idée d'harmonisation. Maintenant, rien ne vous empêche de mélanger sur une figurine, d'utiliser ce petit Far's Purple avec, je sais pas moi, avec le Abaddon Black. Hein. On pourrait très bien utiliser les deux couleurs sur la même figurine. Il n'y a rien qui vous en empêche. À vous de vous être habitué à employer les couleurs et à savoir comment les doser, etc. Mais ça, c'est de la pratique, hein, c'est pareil, c'est une question de pratique. Voilà ce que j'ai. Maintenant, si je devais vraiment commencer et si je devais vous conseiller pour démarrer, ne vous embêtez pas à avoir autant de pots d'un coup. Et encore, là, c'est pas grand-chose. Hein. À côté des mecs et des femmes qui sont à fond dans la peinture, qui achètent le méga paint set de fou avec toutes les couleurs répertoriées de la marque qu'ils préfèrent. Moi, je partirais plutôt sur autre chose. Alors, il existe des boîtes de départ. Alors, on reste toujours sur l'essentiel. Hein. C'est-à-dire que la peinture, c'est avant tout un pinceau et des pots pour peindre. L'essentiel, c'est ça. Il existe, et pas figurines, hein, sont en train de voyager derrière, il existe des... on va mettre comme ça, plutôt. Voilà, pour que vous voyez mieux. Il existe des boîtes qui vous proposent une espèce de set de départ, avec une dizaine de pots. Donc là, il y en a 4, 6, 8, il y en a 13 apparemment. 13 pots, un pinceau, le fameux starter brush dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une pince coupante, que vous voyez justement ici. Alors je ne vais pas vous ouvrir la boîte parce que tout est déjà... c'est sur le plateau. Et une lime. Je sais pas où elle est cette lime, je l'ai vue tout à l'heure. Ouais, elle est ici. Et une lime, parce que parfois, les figurines sont pas assemblées, elles sont sur des grappes en plusieurs morceaux. Et il faut, à la pince coupante justement, extraire les différentes parties d'une figurine d'une grappe de plastique. Et une lime, parce qu'il y a forcément des petits résidus, on l'extrait de la plaque. Les pièces étaient connectées à la fameuse plaque. Donc il reste des petites aspérités là, donc on prend la lime et puis hop, on y va, on travaille le plastique pour que la figurine soit clean, qu'il n'y ait pas un gros morceau de plastique qui dépasse, qui fasse tache dans la figurine. Donc ça, bien sûr,
dedans, il y a une certaine gamme de couleurs qui sont répertoriées au dos de la boîte. Et c'est généralement une bonne base pour se mettre à peindre. Alors il existe pas mal de sets différents, de marques différentes, et là ça dépend un peu de vos attentes. Si par exemple vous allez partir sur un jeu qui vous propose des figurines dans un univers plutôt sombre, et que les personnages en question eux aussi sont souvent représentés avec, je sais pas, des vêtements sombres, des choses comme ça, bien sûr vous allez éviter de prendre une boîte avec des peaux qui sont plutôt claires. Enfin, c'est logique. Donc il n'y a pas de boîte de départ idéale pour tout le monde. Non, non, c'est la boîte idéale, c'est celle que vous sentez bien en fonction de ce que vous attendez de la peinture, en fonction des résultats que vous attendez vous. C'est des choix de couleurs que vous faites. Donc ça, c'est important aussi. Mais honnêtement, si vous voulez commencer, rien que cette boîte-là, enfin, ce genre de boîte, je dis cette boîte-là, ce genre de boîte, c'est suffisant. Vous avez une douzaine de pots, une dizaine, une douzaine, un pinceau, de quoi découper. C'est pas toujours le cas. La pince et la lime, c'est pas toujours le cas. C'est très souvent au moins des pots et un pinceau. Et ça suffit. Je vous montre par exemple une autre boîte de départ. Voilà, le fameux Army Painter 7. Il y en a 10. Il y a 8 couleurs classiques. Là, en plus, on prend vraiment les couleurs de base qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire le rouge, le bleu, le jaune, les couleurs primaires en peinture. Et si je dis pas de conneries, hein, corrigez-moi, ils sont en peinture, sont ces trois-là. Il y a un vert un peu foncé. Le marron pour le cuir, souvent. Il y a toujours une couleur chair, généralement. Il y a toujours un noir, un blanc. Et c'est largement suffisant. Parce que quand vous prenez toutes ces couleurs-là, chaque fois vous allez chercher des couleurs différentes. En réalité, si vous le souhaitez, si vous avez le temps, la motivation et l'envie d'expérimenter les choses, vous pouvez avoir ces résultats-là en mélangeant d'autres couleurs. Vous mélangez, vous voulez avoir du rose, pas forcément besoin d'acheter un pot rose. Vous mélangez du rouge et du blanc. Après, à vous de bien doser. Pas mettre trop de blanc si vous voulez un rouge qui tend plus vers un rose qui tend plus vers le rouge. Ou l'inverse, un rose plus pâle, il faudra mettre plus de blanc que de rouge. C'est à vous de faire vos expériences. Puis vous pouvez très bien mélanger plusieurs couleurs, vous n'êtes pas obligé d'en mélanger que deux. C'est des choses qui se font. Alors j'ai pas parlé du métal et de l'encre, si, je sais plus. Pareil, métal et encre, c'est des aspects qu'on verra un petit peu plus tard. J'en parlerai forcément pendant la deuxième vidéo où on traitera où on sera dedans, quoi. On sera dans l'exercice. Donc ça, si je vous montre le pot à la boîte, c'est que je l'ai, c'est que je me suis procuré. Donc en réalité, quand je me suis remis la peinture, j'avais un budget très limité pour la peinture. J'avais pas envie d'y consacrer grand-chose, parce que je voulais vraiment me contenter d'un minimum de choses. J'avais pas envie de consacrer mon budget qu'en peinture. Donc je m'étais arrangé, j'avais trouvé cette boîte que j'avais trouvée moins chère. Je ne connaissais pas encore la peinture Army Painter, et je voulais la tester. Et en plus, en marge de ça, moi qui peignais avant avec de la Citadel, c'est la boîte que je vous ai montrée avant. Donc là, Warhammer, c'est Citadel, hein, c'est la même baraque, hein, c'est la même maison. J'aimais bien la Citadel déjà, donc j'aimais bien les peintures Warhammer à l'époque. Mais, vous savez, la période du Brexit, etc., etc. Et puis Citadel, tout ça, c'est anglais, la base. Je sais plus si c'est américain maintenant, je sais pas. C'est pas des aspects du hobby qui m'intéressent vraiment, l'aspect économique, etc. Mais l'aspect économie, pas économique les prix des boîtes, mais économie, savoir que la boîte elle est américaine ou pas. Ou anglaise, ça a toujours été anglais avant, mais on n'est pas à l'abri de choses qui aient pu se passer entre temps. Je suis tellement mis en marge de ça pendant 10-12 ans que c'était très dur de se récupérer des boîtes Citadel, donc ça m'avait fait sceller mon choix vers l'Army Painter. Et j'en ai pris deux en fait. J'ai pris celle-là pour démarrer. En fait, quand j'ai redémarré, j'ai pris ça. Plus une boîte qui proposait des couleurs un petit peu autres que celle-ci. Je m'étais déjà prévu. Enfin, j'étais déjà parti sur le principe que j'allais pas faire mes propres mélanges pour tout et n'importe quoi niveau couleur, parce que j'allais pas avoir la patience de le faire. Donc je vais prendre un autre set de couleurs en plus. J'ai bien vérifié que les couleurs soient pas les mêmes. C'était le cas. Et ouais, donc c'est des couleurs qui sont parfois souvent un peu plus sombres. Et comme je savais que j'allais peindre des figurines de Demeure d'Épouvante, ça paraissait évident que j'allais avoir besoin de couleurs plutôt sombres. Et donc il y a un petit... Celle-là, je l'aime bien. Celle-là est très claire, mais celle-là, elle pouvait être intéressante aussi
pour une petite technique de brossage dont je parlerai plus tard. C'est la fameuse technique dont j'arrête pas de dire que je parlerai plus tard. Qui est bien quand on démarre la peinture, le brossage. Ça fait des petits effets sympas pour pas trop de difficultés, c'est intéressant. Et non, globalement, ça m'allait. Bon, il y avait une petite figurine offerte avec, la fameuse figurine de Drist, pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, le fameux elfe sombre, je crois, qui est ici, que j'ai jamais peint, parce que pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt, mais si je me remettais à Warhammer plus tard, parce qu'ils vont ressortir une nouvelle édition apparemment inspirée des anciennes que j'aimais bien, je jouerais certainement des elfes sylvains. C'est pas possible que j'utilise la figurine, que je la convertisse un petit peu et que je m'en serve. Bref, je trouvais ça intéressant, donc j'étais parti sur ça, plus la fameuse boîte avec les 3 pinceaux pour avoir un détail et un brossage en plus, et avoir un deuxième pinceau, comme il y en a un starter là, j'aurais eu 2 starters, ça me suffisait largement pour un investissement pas trop vilain. Et à cela, les amis, il y a une troisième chose que j'estime indispensable. Pour ma façon de peindre, oui. Là, elle n'est pas indispensable pour tout le monde, par contre. Autant avoir la peinture et des pinceaux, ça semble indispensable pour peindre sur la figurine, bien que les fous de l'aéro vous diront peut-être le contraire, pour certains types de figurines. Mais pour moi, il manque de quoi sous-coucher. Et la sous-couche, c'est quoi? La sous-couche, c'est ce que vous voyez pas là, parce qu'il n'y en a pas, et ce que vous voyez là, parce qu'il y en a. Et ce que vous voyez là aussi, parce qu'il y en a. La plupart du temps, une figurine, quand vous l'achetez, elle est grise. La plupart du temps. Et il n'y a pas de peinture dessus. Elle est vraiment plastique ou résine, selon le cas. Il n'y a pas de peinture dessus. Si vous voulez commencer à peindre, je vous déconseille formellement, vraiment ça, mon premier vrai conseil, ne peignez pas dessus directement. Je l'ai fait au tout début, quand j'avais 13 ans. Ça marche pas. Ça marche, mais c'est dégueulasse. Non, ne peignez pas directement même la figurine, prenez pas votre pinceau que vous trempez dans le pot, vous mettez direct. Non, ça c'est le pire truc à faire. Non, il faut la sous-coucher avant. On va se coucher, et ça consiste à déposer une pellicule de peinture dessus, plus ou moins légère si vous avez la main lourde ou pas. Plus vous allez faire et moins vous aurez la main lourde. Ce qui n'était pas mon cas quand j'ai sous-couché Sailor Noir, d'ailleurs. Comme quoi, on se refait pas. Et vous allez la sous-coucher, et une fois qu'elle sera sous-couchée, qu'elle sera sèche, là, vous vous y mettrez. Donc la sous-couche, c'est important. Il y a plusieurs façons de se coucher. On va dire que les 2 façons... Enfin, il y a 3 façons principales. La première, c'est de le faire au pinceau. Bon courage. J'aime pas trop le faire. Vous prenez votre peau de la couleur de votre chose. Vous n'êtes pas obligé de se coucher en blanc ou en noir. Là, j'ai 2 exemples, un blanc, un noir, mais c'est pas obligatoire de partir sur du blanc ou du noir. Oui, admettons, vous peignez des orques qui sont verts, pour, quasiment tous les orques. Elle se couche verte, c'est pas idiot. Ça aide. Ça entame déjà le travail. Voilà, je pars sur du blanc, pour une raison que je vous donnerai après. Et là, j'étais parti sur du noir pour une mauvaise raison que je vous donnerai après aussi. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de se coucher à l'aéro. Je mets ça entre parenthèses, je maîtrise pas du tout une technique de peinture qui s'appelle l'aérographe, je crois. Quand vous entendez quelqu'un dire à l'aéro, c'est un mec qui touche un minimum généralement. On part pas sur l'aéro si on connaît pas déjà la peinture sur figue. J'ai pas le matos pour, on n'en parlera pas. Et la troisième méthode, c'est de le faire à la bombe. Et la bombe, c'est un aérosol. Donc là, ce sont des aérosols Army Painter. J'en ai 2, mais en réalité, j'en ai une blanche, une noire. Pareil, dans les différentes gammes, vous en avez toutes les gammes. Enfin, toutes les gammes ont leur bombe de sous-couche, ont leur couleur différente de sous-couche. Et de quoi je suis parti? Donc la blanche, c'est ce que vous avez vu. La bombe noire, c'est ce que vous avez vu. C'est les 2 que je vous ai montrés là. Et donc les bombes sous-couches. Important. Dans cette vidéo un petit peu plus loin, je vais vous montrer comment les sous-couches. Comment on peut se coucher une figurine, comment ça se fait. On va faire un petit exemple. Je me suis enregistré une vidéo un jour où il faisait beau, ce qui est rare en décembre. Donc je me suis dit, tiens, il fait beau aujourd'hui, j'y vais, j'en profite. Je demandais à Céline de filmer. On regardera ça ensemble après. Ça, c'est pour moi le matériel qui est essentiel, qui est indispensable. À cela, on va ajouter, toujours en indispensable, mais on va dire gratuit,
c'est le petit matériel qui va vous aider, par exemple le gobelet. C'est un vieux gobelet que j'ai vu quand j'étais gamin, avec ceux qui faisaient la prévention pour bien se brosser les dents, etc. Des trucs comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai ce gobelet là, un peu sale. Enfin, il est un peu sale maintenant. Ouais, celui-là, c'est mon gobelet pour mettre de l'eau dedans, pour tremper le pinceau, nettoyer ou diluer, etc. Faire des choses. Ça, c'est important. Et puis, une palette, c'est intéressant d'avoir une palette. Alors, je me sers souvent, je me suis souvent servi de celle-là, avant que Alarion, notre maître à tous en termes de peinture, s'en mêle et me propose, me montre autre chose. Mais là, voilà, c'est jamais qu'un couvercle de Haribo. Et donc, je pose mes couleurs dessus avant de les poser sur les figurines. Vous voyez, donc il n'y a plus rien parce que ça fait ça, à force, en séchant, ça fait des pellicules. Hein. Vous pouvez vous amuser à les enlever, c'est marrant. Et pouvoir mettre dessus, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ma palette. Une palette sèche, on va dire, parce que ça sèche assez vite dessus. Mais ça, enfin, ça vous trouvez n'importe où. Hein. Vous pouvez mettre ça sur autre chose, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des bonbons Haribo juste pour l'occasion. Et là, c'est une palette humide faite maison by Alarion. C'est quoi une palette humide? Alors, c'est une feuille. On peut le faire de cette manière-là. Alors, il y en a dans le commerce, palette humide dans le commerce, vous allez en trouver. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je ne me suis pas renseigné sur la question. Vous voyez, un petit papier traiteur pour emballer les sandwichs ou les choses comme ça. Vous faites un carré. En dessous, espèce d'éponge là, que j'ai humidifié. On voit un petit peu, il y a des reflets. Vous trouvez un vieux plateau dégueulasse, avec une décoration qui a été offerte par mamie de la belle famille, qui voulait se débarrasser d'un petit peu de vaisselle, donc qui a dit tiens, on va faire seulement que c'est neuf, on va l'offrir. Ah merci, c'est super, c'est ravissant. Vous le prenez, et puis bien sûr vous mouillez l'éponge. Bon, ça, il y a encore un petit peu d'eau dans le plateau en dessous. Alors ça peut être un plateau, ça peut être un autre type de récipient, il n'y a aucune obligation, encore une fois je vous le dis, ça c'est mon setup de peinture, mais il n'y a pas de... C'est pas le setup ultime. Et donc on applique ces couleurs dessus, de la même manière que je le faisais avant sur ça. L'avantage de la palette humide, c'est que comme elle est humide, elle a tendance à conserver les couleurs qu'on va poser sur la palette. Ça va les conserver liquides plus longtemps. Alors que ça va vite sécher sur la palette sèche et on va vite devoir en remettre, etc. quand on est un petit peu long. Surtout qu'on a tendance à utiliser des lampes qui vont aussi réchauffer l'atmosphère. Et puis notre chaleur corporelle, nous sommes chauds, nous sommes burnés, donc ça réchauffe la pièce. Et, voilà. Et c'est surtout vachement intéressant quand on fait des mélanges. Vous voyez, là j'ai utilisé du rose, et j'ai pas de rose. Hein. J'ai quelque chose qui ressemble un petit peu à du rose, mais il n'est pas rose comme ça. Donc j'avais dû faire un mélange, et quand ça sèche vite, après il faut refaire le mélange. Sauf que quand on refait un mélange, le dosage n'est pas forcément le même. On n'est pas au millimètre près, on n'est pas au millilitre près. C'est un petit peu chiant. Donc au moins la palette humide, ça permet de tenir la route plus longtemps. Après, ça sèche, pendant la nuit, ça finit quand même par sécher un petit peu, mais c'est pas grave, on fait un coup de flotte, hop, c'est réglé, et c'est reparti. Et puis on change le papier, là je l'ai pas changé depuis la dernière fois, mais on change le papier une fois que c'est fini. Là, ça a bavé un petit peu, j'ai fini avec des ancrages, des angles, des machins comme ça, que ça a pris de la place. J'y suis allé un petit peu comme un bourrin, je dois l'avouer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux mains gauches, donc des fois ça cause des choses comme ça. Palette humide, c'est quand même pas indispensable. Une palette, oui, une palette humide, c'est pas indispensable. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme matériel? Donc là, on va partir dans le matériel qui est plus de confort, on va dire, et qui n'est pas forcément du matériel obligatoire. Il y a la pipette, by Alarion, la petite pipette. Vous allez avoir besoin des fois d'aller chercher un petit peu d'eau pour diluer vos peintures, parce que ça, c'est un autre conseil que je vous redirai après. Il ne faut pas hésiter à diluer ses peintures. Il n'y a pas beaucoup de cas de figure, on va utiliser la peinture brute telle qu'elle pour aller l'appliquer sur la figurine. On va d'abord la diluer un petit peu. Elle va plus facilement pénétrer sur la peinture, enfin le rendu sera beaucoup plus acceptable. Donc la pipette, elle est pas mal. Je me suis mis il n'y a pas longtemps grâce à Alarion justement. Alarion, notre maître à tous, je le redirai encore moins 50 fois sur la suite de la vidéo. Et donc ouais, c'est Alarion, c'est... Vous le savez, hein, c'est les figurines Toulouse F. Mayday dans Open the Carton. C'est lui, le master de la peinture. J'en fais des caisses et il va dire ah, t'exagères, faut pas
pas exagérer. Mais c'est pas grave, c'est ma vidéo, je fais comme je veux. Dans les petits gadgets qui sont pas forcément utiles, enfin qui sont utiles, mais c'est facultatif, il y a pas trop longtemps, je me suis pris une poignée. Une poignée, c'est quoi? C'est pas comme au tarot, hein, c'est pas quand on a 10 atouts à 4 joueurs. C'est pas ça. Une poignée, c'est hop, on clipse la figurine dedans, paf, et puis on la tient. On la peint, ça permet d'avoir les mains pas trop proches de la figurine. Des fois, on peut pivoter plus facilement. Il y a une question de maniabilité. Je reconnais, comme ça fait pas trop longtemps que j'utilise, je suis pas encore hyper à l'aise avec l'utilisation de la poignée. Par contre, je reconnais que c'est utile. Parfois, il y a des coins qu'on veut peindre. C'est plus facile, en fait. Il y a une certaine allonge qui fait qu'on a plus d'aisance à peindre. Après, le petit côté, mauvais côté, c'est que des fois, on a des plus grosses figurines à peindre. Ou alors, on va prendre un cas de figure. J'ai commencé à peindre un profond pour les demeures d'épouvante. Ouais, donc ce fameux profond, là. Il y a un profond. Le problème, c'est que dans les figurines des demeures d'épouvante, les méchants, ils sont sur des gros socles comme ça. Et des gros socles comme ça, bah ça passe pas. La poignée, elle passe pas tant que ça. Alors il y a toutes sortes de poignées, des poignées plus larges et des poignées... là, c'est une du commerce Citadel, encore une fois. Donc Citadel, Games Workshop, Warhammer, c'est cette gamme-là. Elle me convient largement pour toutes les figurines avec des tailles de socle standard. Par contre... Vous pouvez très bien créer vous-même vos poignées. Il y en a qui le font avec des bouchons en liège, avec des petites tiges en métal, machin. Ils font des bricolages. Du moment que la figurine est fixée à quelque chose, à un support que vous tenez, que vous avez bien en main, ça suffit amplement. Vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose qui va coûter, je sais pas, un truc genre 10 balles, juste comme ça. Vous pouvez dépenser 10 balles ailleurs. Prenez-vous par exemple une bonne pizza de chez Gatineau. C'est à emporter. Fermez le lundi, mardi, attention, c'est ouvert le reste de la semaine. Là, vous allez vous régaler. Prenez la nordique, là, la saumon, elle est pas mal. Et ça fait partie de ce matos-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bah la lampe. Voilà, il faut parler de la lampe. La lampe, attention les yeux. Hop, voilà, c'est ça. La lampe, c'est une de mes dernières acquisitions. C'est une lampe qui propose... Enfin, comment on appelle ça? Une lampe d'architecte, je crois, quelque chose comme ça, ou une lampe de travail ou de confort, je sais plus. Si c'est le genre d'aspect qui vous intéresse, je vous mets le lien en description. En plus, ça tombe bien, j'ai un lien d'affiliation Amazon à faire valoir maintenant. Donc, voilà, si ça vous intéresse, il y en a pour pas très cher. Il y en a tous les prix, hein, c'est pareil. Ce genre d'objet, il y en a de tous les prix. Il y en a dans les 150 balles, il y en a dans les 100 balles, il y en a dans les 50 balles, il y en a dans les 20 balles. Moi, la mienne, elle m'a coûté 25, je crois. Quelque chose comme ça, 25. Et honnêtement, j'en suis plutôt ravi. Parce qu'on peut jouer avec la luminosité. En fait, déjà, il y a 3 types de couleurs. Là, vous avez la couleur un petit peu standard. Vous voyez, là, on est parti sur des tons plus chauds. Et là, on est parti sur les tons plus froids. Une histoire de degrés Kelvin, quelque chose comme ça. Une obscure histoire de degrés Kelvin. Moi, je préfère avoir une lumière qui se rapproche un peu plus des couleurs naturelles, plutôt lumière du jour. Et on peut jouer aussi avec l'intensité. Là, je suis en intensité max, mais on peut diminuer, vous voyez, par incrément de 10%. Voilà. Pour cette vidéo, je suis parti sur cette configuration-là. Le plus important, c'est pas forcément la vidéo, hein, c'est ce que ça va rendre pour moi là à l'œil. Et non, mais c'est intéressant d'avoir l'image, d'avoir une lumière qui ressemble à ce que vous avez en lumière du jour. Parce qu'il n'y a rien de plus piégeur plutôt, qu'une figurine que vous peignez à un moment donné où il fait un peu plus sombre, la lumière est plus tamisée. Vous allez partir sur des couleurs, etc. Et vous êtes content de votre figurine. Et puis vous allez la retrouver le lendemain à regarder, tiens, elle est sèche et tout, elle est nickel, paf, parfait. Je vais la regarder dans une autre pièce à la lumière du jour. Et puis je me rends compte qu'en fait, mince, c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Ah merde. Ah ça fait chier. Ça fait chier. Ah si seulement j'avais peint en plein jour ou quelque chose comme ça. Donc ça, sans mot de rien, c'est intéressant. Donc c'est une petite lampe qui se clipse, elle est sur un bras, tac tac, un petit peu à la même... vous le voyez de toute façon, hein. Vous voyez, il y a un petit peu... là, il y a une espèce d'endroit pivot, là, je sais pas comment on appelle ça.
Et donc, moi, je m'amuse à la mettre là. Je la mets au niveau de mes figurines. Bien sûr, orientez-la de manière à ce qu'elle éclaire un peu dans le sens de votre regard. Parce que si vous la mettez un peu à contre-jour, bah, vous n'allez pas voir la lumière comme il faut. Donc là, c'est très bien. Donc vous la voyez un petit peu dépassée, mais c'est pas gênant. Et comme c'est surtout une source de lumière qui n'est pas un point fixe, mais c'est plutôt un ensemble de sources de lumière conjuguées, c'est pas mal, parce que vos figurines sont éclairées en plusieurs points. Vous n'allez pas rater des choses. Vous allez tout voir, normalement. Si vous gérez bien, vous allez tout voir. Donc ça fait partie aussi du matos qui a un confort quand même vachement intéressant. Après, vous allez voir qu'avec le temps, donc là j'ai pas plus en termes de matos pour peindre. Ah si, j'ai un chiffon en dessous, c'est ça que je l'ai pas dit. C'est bien, là où vous allez peindre, assurez-vous quand même de pas peindre quelque part où il faut pas salir. C'est clair que ça va salir. Tout ça, c'est pas parce que j'ai débordé, hein, parce que des fois, il y a certaines techniques qui demandent de frotter un petit peu la couleur sur le chiffon. Et donc ça crée ça, quoi. Puis des fois on va nettoyer, puis on va assécher un petit peu les pinceaux, on va frotter un petit peu, il reste un petit peu de couleur, voilà, ça va rendre des choses comme ça. Le chiffon, et c'est déjà pas mal. J'ajoute à cela que par la suite vous allez vous procurer quelques pots supplémentaires. Parce que vous allez avoir envie de tester des choses. Ou alors il y a des couleurs, vous vous rendez compte qu'il y a des mélanges que vous allez faire assez souvent. Dire bon, ouais, c'est bien, mais à chaque fois j'essaie d'avoir ce genre de coloris là, tiens. Donc, bah zut, je vais aller acheter un pot de verre jade, et au moins, je l'aurai toujours. J'aurai plus besoin de faire de mélange, j'utilise tellement. J'ai décidé que c'était un peu la base de mon armée pour apprendre ça. À côté de ça, vous allez avoir une gamme. On en parlera un peu plus en profondeur lors de la vidéo où je peins, parce que je m'amuse beaucoup à l'utiliser en ce moment, je m'y entraîne, et je suis assez satisfait de cette gamme-là. Vous allez avoir une gamme de pots qui s'appelle la contraste, ce qui explique que j'ai quelques pots en plus. De temps en temps, quand je fais une petite commande à droite à gauche pour du jeu, je prends un petit peu de contraste en plus pour pouvoir faire ma collection. Mais bon, ça va venir petit à petit. Bon, en attendant, si je devais résumer tout ça, matos obligatoire pour peindre, des pots de peinture, un pinceau, au moins, minimum. Et après, c'est du petit matos et la sous-couche. Et la sous-couche, et les bombes de sous-couche. Et après, c'est du matos que vous trouverez facilement, un pot pour mettre de l'eau dedans, un chiffon derrière, de quoi faire une palette humide, ça se trouve quand même facilement, ou une palette sèche, ça se trouve facilement aussi. Voilà, une pince coupante, vous n'êtes pas obligé d'avoir une citadelle, hein, ça se trouve assez facilement dans des monsieur bricolage ou des conneries comme ça. Et puis des pipettes, des machins, des trucs, c'est pareil, ça se trouve assez aisément. Qu'est-ce que on peut dire de plus concernant les gammes? Je suis pas un expert qui a tenté 25 000 gammes de peinture, je ne connais que la Citadel et la Army Painter depuis peu. Si je devais vous donner un conseil et un ressenti global, l'Army Painter, je suis pas hyper convaincu. Je suis pas hyper convaincu de l'Army Painter. Je trouve que la peinture ne tient pas forcément des masses. Ça m'arrive souvent sur des figurines sur lesquelles j'utilise l'Army Painter d'avoir des endroits où la peinture a tendance à partir après manipulation. Alors généralement, quand vous jouez avec des figurines peintes, vous allez les manipuler plutôt par le socle, la plupart du temps. Mais dans le feu d'action en jeu, vous allez la prendre par la figurine. Et ça va partir. Et c'est chiant. Et c'est très chiant. Je vais vous montrer un exemple concret. On va prendre la grosse bébête, justement, que j'ai peinte là, qui vient d'extension. Vous voyez une grosse bébête comme ça. Ben, la grosse bébête, vous voyez ici, la peinture, elle est un petit peu partie. Voilà. Là, c'est le gris de la figurine, là, hein, qu'on voit ici. Ici, là, au niveau de mon pouce. C'est le gris de la figurine. Et c'est à force de... Je l'ai pas manipulé beaucoup, hein, mais la manipuler de temps en temps, voilà, bah, à force, ça part. Et ça, ben, je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Bon, si vous demandez à quoi ressemble la figurine, elle est vraiment moche, hein, celle-là. C'est, en termes de sculpture de figurine, c'est... J'ai jamais compris ce que c'était. Je vous ai montré cet exemple-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais...
Ouais, c'est censé représenter un bazar monstrueux, on sait pas trop. Le mec qui a sculpté ça. Je sais pas combien de grammes il était, mais ouais. Ah, vous voyez certaines figurines que j'ai pas encore terminées. Et par exemple, le marin, dont j'ai complètement Marsh, Silas Marsh, ça, donc j'ai pas complètement utilisé le nom. Il est quasiment fini, je l'avais pas en live sur Twitch celui-là. On était ensemble avec son petit ceinturon rose là, en tissu, il est mignon. Et Trish Scarborough, l'espionne, qui viennent tous les deux de la même extension. Je les ai, ils sont pas loin d'être finis. Vous voyez, par exemple, Silas, je le trouve mieux réussi pour l'instant que Trish. Trish, j'ai encore un petit peu de mal. Elle est un peu brillante, il faut que je m'arrange pour qu'elle soit un peu plus mate. Mais ça va pas, on dirait qu'elle est habillée en cuir, qu'elle est partie enregistrer 50 nuances de rouge bordeaux, là. Ça va pas. Et avant de finir cet angle sur cette vidéo, il y a aussi un truc à se dire, c'est que si vous mettez la peinture, ne désespérez pas. Ah, déjà, il faut du courage, et c'est pratique, 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 hein. Il y a pas 36 000 solutions. C'est, vous voyez, Steph Curry, meilleur shooter all-time au basket. Ouais, mais les gars, ils s'entraînaient dur. Il n'est pas arrivé comme ça, tiens, allez, je viens d'apprendre à marcher, j'ai 1 an, passe-moi un ballon, paf, je t'enchaîne les 3 points. Bah non, bien sûr que non. Le mec s'est entraîné comme un forcené, c'est pour ça que c'est le meilleur. La peinture, c'est pareil, c'est comme tout. Entraînement. Et là-dessus, j'avais encore besoin. À côté de ça, méfiez-vous quand même, ne vous dévalorisez pas si vous tombez sur des résultats assez quelconques. Je prends un exemple de mon millionnaire de Preston Fairmont, de la boîte de base. J'aime pas trop la peinture. Je la trouve pas réussie. Je trouve qu'elle est... Ouais, je suis pas content du résultat. Bon, déjà, j'ai pas trop bien géré la sous-couche. Elle est... Elle était assez bon gros pâté par endroits. C'est une des premières figurines que j'ai peintes quand je me suis remis. Et la sous-couche, c'est comme la peinture, c'est pareil, il faut s'y habituer. C'était la première fois de ma vie que j'utilisais la sous-couche Army Painter. Et c'était la noire d'ailleurs. Je vous montre la blanche, mais c'était la noire. Et ben, il y a eu du raté. Vous voyez, par exemple, ma figurine que je vous montrais tout à l'heure, là, de Gloomhaven, elle est sous-couchée, mais alors il y a du monde, hein. Il y en a de la peinture là-dessus, hein. Et je vais en chier pour la peindre, hein. Je suis pas pressé de la peindre, celle-là, je peux vous le dire. Alors, heureusement, il y a des formules miracles, on peut décaper. Mais là, j'avais déjà commencé à peindre, j'avais pas envie de retourner dessus. Donc là, je suis pas hyper convaincu. Et avec le temps, vous verrez qu'il y a des figurines, vous serez convaincu, et d'autres non. Marie Lambeau, c'est une de mes préférées. C'est peut-être la préférée, celle que j'ai peinte pour la série, pour l'instant, des Demeures d'Épouvante, de tout ce que j'ai peint aujourd'hui, à cette heure-ci. C'est celle que je préfère. Pourtant, elle est très simple, hein. C'est jamais qu'une robe blanche avec un boa jaune. Et puis, et après, elle est de peau plutôt noir-marron, plutôt marron, sur bandeau blanc. Ça fait très joueuse de tennis Wimbledon les années 20. Hein. Et j'adore, j'adore. Je suis content de la peinture, j'en suis fier. Et pourtant, quelqu'un de pro va faire un truc 500% mieux que ça. Mais moi, ça me convient. Et j'en suis content. Donc, si ça me va, bah ça me va. Ouais, je vais pas me poser de questions plus que ça. Ce que je veux dire là-dessus, par rapport à cette deux figurines, c'est que même si j'avais mieux géré la sous-couche avec lui, des fois vous êtes confronté à un problème de finition des figurines, à un problème de détails sur les figurines, à un problème de finition, de finesse. De finesse sur les figurines. J'ai constaté que les figurines et des Demeures de l'Épouvante, la boîte de base, étaient de manière globale bien moins fines que les figurines des extensions qu'on suivi. Et plus on va vers les extensions récentes, et plus les figurines sont travaillées et agréables à peindre. Donc plus on avance dans la peinture des figurines de Demeure de l'Épouvante, et plus je trouve ça agréable. Marie Lambeau, j'adore. Je vois, par exemple, les 4 figurines que je vous montre maintenant, on va les voir après en sous-couche, parce que c'est celles-là que j'ai sous-couchées. Elles sont encore sur mon petit carton exprès, parce que je vais en parler de ce carton. Mais elles me donnent envie. Je vois Norman Withers. Alors c'est blanc sur blanc, ça va être dur de vous fassiez une idée. On va peut-être voir un petit peu mieux comme ça les détails. Norman Withers, j'ai l'impression que ça va être un régal. Même la mécano, là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de quasiment tout le monde ici. Mais non, ça m'emballe bien. Ça m'emballe de peindre ces figurines-là. Léo Anderson, Andersen, je sais plus. Voilà, plus ça avance et plus elles sont plaisantes.
Pareil, ne vous forcez pas à peindre des figurines que vous n'avez pas envie de peindre. Un autre tuyau, c'est con, mais c'est important. Vous forcez à peindre des figurines. Je vais prendre un autre exemple. Vous voyez les jeux comme Zombicide, souvent les personnes qui en parlent et qui les ont peintes, je les sens traumatisés. Parce que c'est toujours les mêmes figurines. Et dans le fond, on peint plein de zombies qui sont censés être peints de manière dégueulasse dans le sens où c'est des figurines qui doivent montrer quelque chose de pas frais. Donc c'est pas, ça peut être une peinture de raffinement, pas du tout. Et donc faut peindre comme ça de manière un petit peu sale. Et en plus à la chaîne parce qu'il y a du monde. Et en plus souvent les zombicides, ils te refourguent les extensions des extensions parce que sinon tu peux pas. Si t'as plus de figurines, le jeu s'acharne contre toi. La bonne arnaque pour acheter plus de figs. Bon, vaut mieux trouver des remèdes du genre tu mets un dé pour dire il y en a 4, hein, c'est vrai, plus facile. Mais ça fait que même la boîte de base, ça fait comme du monde à peindre. Et au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est chiant. C'est plus un plaisir. Et je le ressentais dans certains jeux quand j'avais essayé Kings of War, après avoir été déçu de Warhammer 8ème édition, j'avais essayé Kings of War 2ème édition. Il fallait peindre de la masse des fois. Ça me faisait chier, quoi. Ça me faisait chier. Au bout d'un moment, quand tu peins, j'avais fait des zombies aussi d'ailleurs, justement. Ça fait chier à un moment donné. Donc il n'y a rien de plus plaisant que de peindre ce qui nous plaît à peindre. C'est con comme conseil, mais c'est vachement important. Voilà, c'est super important. Voilà pour la partie un peu théorique, vite fait, passe en revue ma façon de voir les choses et avec quoi je peins. Et on va passer à la sous-couche. Avant de commencer à peindre, et là, avant de vous montrer mon magnifique extérieur, la sous-couche, comment ça se pratique? Vous prenez un carton, genre Sodebo. Bon là, c'est plus chez Gatineau. Désolé Gatineau, des fois c'est Sodebo, hein, ça va plus vite. Ça va plus vite à faire et c'est un peu moins cher. Et vous découpez des morceaux de carton comme ça, d'une taille qui correspond à vos socles. Faites pas trop large, parce que sinon, la peinture, vous n'allez pas, quand vous allez se coucher par en dessous, vous n'allez pas avoir un max de surface de figurine. Et puis, pâte à fixe. Vous voyez, Norman Withers, je l'ai accroché avec de la pâte à fixe. Pâte à fixe, vous espacez un minimum vos figurines, de manière à ce que quand vous passiez des coups de bombe, eh ben vous projetiez de la peinture sur toutes les figurines. Si vous les rapprochez trop, vous allez faire à un moment donné, vous allez vouloir mettre de la peinture sur le côté de la figurine, sauf que la figurine derrière sera trop proche, elle ne profitera pas de la peinture derrière. Donc voilà, il faut espacer pour vraiment toucher tout le monde. C'est un peu évident. Et maintenant, je vous invite dehors pour vous montrer comment on prépare des figurines pour enfin les peindre après ceci. Chers amis, nous voici en extérieur pour une raison très très simple, c'est que se coucher avec des bombes aérosols, c'est quand même assez blindé de produits qu'on n'a pas trop envie de respirer en intérieur, et même tout court d'ailleurs. Donc l'extérieur, c'est le meilleur moyen, quand c'est un endroit bien aéré, bien dégagé, c'est le meilleur moyen de se coucher en se préservant un minimum la santé. Pas mal, si vous voulez être encore en vie pour pas nos figurines derrière, on évite de crever trop tôt. Donc là, vous voyez, je suis vêtu avec ma main gauche d'un gant. Alors, habituellement, je vais plutôt prendre un genre de gant latex noir, un truc comme ça, là, enfin, un gant protection assez simple, genre Mappa ou une connerie du genre. Mais là, j'en avais plus à ce moment-là, donc j'ai pris un vieux gant de bricolage qui commençait à être un petit peu troué, ça faisait largement l'affaire. Genre de gant qu'on va mettre uniquement pour ce genre de besogne, là, se coucher. Je mets play. Donc la bombe, on l'agite bien avant d'appliquer, on l'agite bien. Et puis, hop, des petits coups de saccade, vous allez voir. Hop, voilà, par saccade. Pas besoin surtout ne restez pas appuyé. C'est pas utile. Et surtout, vous allez mettre des gros paquets de peinture dans les mêmes endroits si vous restez appuyé. Donc, faites par saccade. Des petits mouvements, voilà, des petits mouvements comme ça sur le côté, histoire de pas piquer pareil, pour pas que la peinture aille trop, se concentre trop dans certains endroits. N'hésitez pas à faire les différents points cardinaux. Vous le sentez un petit peu de face, de l'arrière, sur le côté, l'autre côté, hein, nord-est, sud-ouest. Nord-est, ouest, sud, voilà. Un petit peu par en dessous, vous voyez que j'hésite pas à retourner mon support là pour imprimer aussi sur le dessous.
et ne pas hésiter. Parce que souvent après, on finit la sous-couche, on attend, les figurines sont peintes, voilà, tout va bien. Et on se rend compte le lendemain, au moment où on commence à peindre, que on n'a pas fait le dessous de la figurine. Quand on regarde notre figurine, ah merde, j'ai ma sous-couche en dessous. Alors c'est pas très grave, comme disait mon pote, le corbeau qui joue, peintre émérite aussi dans son style. Il me disait, c'est pas très grave pour la sous-couche, c'est pas grave si on a le sentiment que c'est pas sous-couché de la même manière partout. C'est pas très grave. Au pire, on repasse derrière au pinceau. Si vous voyez qu'il y a des zones qui sont un petit peu moins, il y a un peu moins de peinture, on passe au pinceau si vous voulez que ce soit homogène. Et même, à force de peindre, en réalité, ça crée des petites modulations au niveau des couleurs. Et de toute façon, quand vous allez peindre, vous allez essayer d'avoir un résultat qui donne l'impression que vos figurines sont à un endroit, il y a une source de lumière quelque part, un soleil, donc forcément des zones d'ombre, etc. Vous allez jouer un petit peu avec ça après, à force. Au début, on va pas faire attention à ça, et puis on va commencer à peindre, et puis effectivement, on va essayer de peindre de manière logique. En se disant, ok, ma figurine se tire comme ça, logiquement, si elle est éclairée par là, c'est-à-dire que derrière, il y a des zones d'ombre, donc vous allez jouer un petit peu de ça pour qu'il y ait des... pour simplement jouer des faits, quoi, pour pas que votre figurine soit terne, avec toujours la même lumière, la même intensité, la même couleur, à la même intensité, en toute part de votre zone que vous allez peindre de la même couleur. Donc, ça aide, en quelque sorte, ça peut aider. Et petit détail d'ailleurs à propos de cette sous-couche, vous laissez sécher. Alors des fois, ils conseillent de laisser 24 heures pour le séchage. Je vais être honnête, généralement quand je couche mes figurines, c'est que je suis à un stade au niveau de mon agenda où je vais avoir très vite envie de peindre. Donc souvent quand je sous-couche, ça m'arrive des fois de sous-coucher la veille, d'anticiper, mais c'est pas toujours le cas. Donc des fois je vais sous-coucher, je vais attendre plusieurs heures, et puis allez, 6 heures plus tard, je vais dire allez, je le sens, je regarde, ça a l'air sec, je touche un petit peu, je tâtonne, c'est bon, c'est sec, ok c'est bon, on peut y aller, je peux commencer à, à entamer une figurine ou deux, et ça suffit. Mais c'est pareil, c'est une question de sous-couche, c'est une question de gamme de peinture, c'est une question d'habitude, vous allez vite vous rendre compte si c'est une bonne idée de laisser sécher longtemps ou pas. Dans tous les cas, il vaut mieux trop longtemps que pas assez, ça, c'est clair et net. Mais après, vous ferez vos habitudes et vous verrez, vous allez vous y retrouver à force. J'en ai fini avec cette première vidéo. Je vais finir par un conseil que j'aurais dû dire un petit peu plus tôt d'ailleurs, je pense, dans la vidéo. C'est que n'investissez pas trop dans la peinture au début. Vraiment, ça sert à rien de partir sur... J'ai un petit peu dit tout à l'heure d'une autre manière, mais là je vais y aller de manière plus directe. Ça sert à rien d'investir dans un gros set qui va vous coûter 150 boules, 200 boules, quelque chose comme ça. C'est comme tout loisir. Quand c'est nouveau, vous n'êtes pas sûr, vous allez avoir une impression que ça va vous plaire, mais tant que vous n'avez pas testé, vous pouvez pas savoir. Donc ça sert à rien d'investir à fond, alors que vous n'êtes pas sûr que vous allez apprécier. C'est comme l'anecdote, hein, je connais quelqu'un enfin, c'est pas un ami, c'est plutôt des connaissances un peu plus lointaines, qui se lançaient dans la photo, et il leur fallait tout de suite le boîtier assez cher, professionnel, avec du matos, l'objectif qui va bien, pareil, enfin vraiment quelqu'un qui a mis le prix, et au final, personne, quand elle sort son appareil, c'est pour le mettre en automatique, ne pas jouer avec les réglages. Je vois pas tellement l'intérêt de sortir un appareil photo, je sais pas préciser, mais un boîtier réflexe, hein, faire quelque chose, vraiment du matos de pro. Et les pros, ils se mettent pas en automatique. Justement, c'est des pros, ils savent régler les appareils photo, ils savent en faire des choses artistiques ou efficaces, selon les cas. Et donc voilà, cette personne qui dépense sans compter, et au final qui en fait rien de spécial, elle aurait pu acheter un appareil photo jetable, elle aurait fait les mêmes clichés, et ça aurait été beaucoup plus économique. Donc c'est pas à peine de se lancer corps et âme niveau financement là-dedans. Non, testez, prenez une petite boîte de départ pour voir si ça vous plaît. Et si vous sentez que c'est quelque chose qui va vous intéresser, à ce moment-là, vous reposez la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir davantage? Mais partez pas... hein. Là, jouez pas comme beaucoup trop font dans les jeux de plateau. Hein. Y allez acheteur compulsif. Et puis, non, soyez raisonnable. Vraiment, soyez raisonnable. C'est...
Je suis retourné dedans parce que je savais que ça allait aller, parce que j'avais déjà une expérience avec la peinture. Donc pour moi, il n'y avait pas trop de risques. Je savais que ça se passerait bien. Et quand bien même, même comme ça, je fais attention et les pots, je les prends vraiment, je les achète un par un. De temps en temps, j'en prends deux de plus, mais je suis raisonnable. Parce que les peintures, sans mot de rien, quand on commence à partir dans les contrastes, et là, on en parlera dans la deuxième vidéo, les pots de contraste, sans mort de rien, c'est facilement 6 balles, 7 balles, entre 6 et 7 euros le moindre pot. Donc imaginez, je suis déjà à un niveau 5, 6, 7, 8, 9. Bah, j'en ai déjà 10, en fait. J'en ai déjà 10. Vous voyez? Et j'en prends un de temps en temps. Hein. Et au bout d'un moment, rien qu'au contraste, je suis déjà à passer 60 balles. Donc c'est énorme. On dirait pas, ça fait partie de ces loisirs traîtres, on dirait pas. Mais méfiez-vous, ça coûte cher quand même. J'en ai fini, j'ignore franchement si cette vidéo va être intéressante à regarder, c'est le prélude. Je vous donne rendez-vous assez prochainement. Je vous garantis pas, habituellement quand je pars sur un genre de série de vidéos, je poste toujours la suivante le lendemain. Là, à l'heure où je finis d'enregistrer cette vidéo, j'ai pas encore peint. J'ai pas encore peint la figurine que je vais vous montrer pour la vidéo suivante. Donc ne misez pas sur une vidéo demain. C'est peu probable quand même. Ça va arriver bientôt, c'est sûr, parce que maintenant que tout est sorti, on va y aller. Mais en fonction du résultat de ce que je vais faire, c'est peut-être que je devrais m'y reprendre 2 fois ou 3 fois. C'est vraiment la toute première fois de ma vie que je vais faire un tutoriel peinture. Donc c'est... je vous garantis rien du tout. J'espère que ça vous a plu malgré tout, que ça vous a intéressé. Je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo quelques liens utiles, notamment la lampe pour ceux que ça intéresse, quelques éléments, peut-être la poignée si ça intéresse certains. Euh, et puis, quelques peintures, quoique les sets de peinture ça va être galère. En plus, je vous ai pas forcément conseillé la Army Painter. Je vous conseille plutôt la Citadel, mais la Citadel, encore une fois, elle est dure à trouver. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre en lien, vous verrez bien. Des gros bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt, à très vite. Salut!